Bonjour à tous, donc oui, Gaël Tournesac. Je vais essayer pendant ces 18 minutes de vous emmener, peut-être de vous convaincre que dans ce monde, de convaincre d'un paradoxe. Aujourd'hui, effectivement, on a parlé de robotique, d'intelligence artificielle, vous allez parler d'innovation technologique tout au long de la journée. Aujourd'hui, dans ce monde où l'innovation numérique, l'innovation technologique est omniprésente, moi j'ai envie de vous dire que peut-être que c'est là une formidable occasion, voire peut-être même une obligation de repenser son organisation, de se transformer aussi d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue relationnel dans l'entreprise. Donc c'est un peu le chemin que j'ai envie qu'on parcourt ensemble, transformation technologique, numérique, certes, mais transformation organisationnelle aussi. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça aujourd'hui? Il y a à peu près 25 ans, je suis rentré dans une école d'ingénieur, une école d'informatique à l'époque. Je n'étais pas très enthousiaste. C'était à l'école des PTT du 13e arrondissement, Télécom Paris pour ceux qui connaissent. J'étais pas très enthousiaste parce que j'aurais préféré faire plutôt une école d'aéronautique, type super-héros à Toulouse, et ça sonnait un peu mieux. Mais mon voisin de chambre à l'internat m'avait dit, Gaël, tu peux pas faire ça. On était en 92. Il me disait, le numérique va changer le monde, va changer l'entreprise, va vraiment révolutionner les marchés, va révolutionner la société. Et il faut qu'on en soit. Il faut qu'en tant qu'ingénieur, on soit vraiment acteur de cette transformation. Et il m'avait dit, et Télécom Paris, ça fait pas rêver, c'est les PTT, c'est le 13e, mais c'est sans doute la meilleure école pour nous former à ça. Je l'ai écouté et finalement, je suis rentré dans cette école-là. Et pendant près de 20 ans, j'ai vraiment travaillé sur cette transformation numérique. Donc pendant 10 ans, j'étais dans cette formidable industrie de la téléphonie mobile. Je sais pas, pour les plus anciens d'entre vous, une époque pour le Grand Ouest qui était vraiment passionnante. Il y avait à Laval, il y avait une usine d'Alcatel. Au Mans, il y avait une usine de Philips. Il y avait la Sagem qui était à Fougères. Il y avait Mitsubishi Electric qui était sur Rennes. Il y avait Matra Communication qui était à Pont-Buis, à côté de Douarnenez. Donc l'ouest de la France vivait vraiment au rythme de la transformation technologique et de ce petit produit-là qui était juste à l'époque un concentré de technologie, qui l'est encore aujourd'hui, encore plus. Et moi, j'étais enthousiaste et fasciné par cette technologie-là. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais interrogé de la puissance de l'outil. Quand vous appelez votre interlocuteur à 17 000 km d'ici, à Melbourne, que vous l'appelez en quelques millièmes de seconde, il va vous reconnaître, il va reconnaître le timbre de votre voix et vous allez pouvoir avoir une conversation. Et comment est-ce que ça se passe? Hello Mike, how are you? Il me reconnaît, c'est instantané. Je vais pouvoir prendre le TGV, je vais pouvoir me déplacer lui aussi. Et pour autant, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, il n'y a pas de connexion. Donc moi, pendant 10 ans, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Le problème, c'est que c'était vendu 1 euro sur les étagères de Carrefour. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment travaillé sur un outil d'une technologie incroyable qui commençait à changer le monde. Après les 10 années suivantes, j'ai pris un peu de hauteur sur cette transformation numérique. J'ai commencé à accompagner les directeurs, les créateurs, les dirigeants dans ce que cette transformation allait devoir vraiment impliquer pour leurs entreprises. J'ai fini même commercial à vendre du conseil, à vendre du développement logiciel. Donc je ne pouvais pas aller plus loin dans ma mission d'accompagnement sur la transformation numérique et technologique des entreprises. Et pour autant, 3 événements ont commencé à arriver, à se passer dans ma vie, qui fait que je me suis interrogé. Le premier événement, c'est que pour des raisons purement personnelles, passionnelles, j'ai repris des études de psychologie, ou j'ai pris des études de psychologie, ce que j'en avais jamais fait. Donc je me suis retrouvé commercial le jour et étudiant en licence à Rennes 2 le soir et la nuit. Et puis j'ai eu certains clients qui ont commencé à me dire, écoute Gaël, ce que tu nous vends, c'est des outils hyper puissants, c'est génial, mais on a du mal à en retirer la valeur que tu nous as promis. Et même pire que ça, on est un peu en train de perdre nos collaborateurs, on est en train de perdre nos salariés parce qu'en fait l'outil n'est pas utilisé à bon escient, on a des enjeux de conduite du changement. Une directrice générale un jour m'a dit, les poubelles, on ne les a pas bougées depuis 30 ans. Il y a la marque autour de la poubelle, il y a la marque dans la moquette. Et là, subitement, on va virer les armoires, on va tout dématérialiser, on va proposer des chats, on va proposer des outils conversationnels. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Et on va changer de siège social, on va mettre des écrans partout, on va tout numériser. Et elle me disait, il nous faudra un psy. Elle disait ça sous forme de boutade, ça la faisait beaucoup rire. Malgré tout, elle prenait conscience que la puissance technologique était en train de vraiment bouger les lignes de son organisation sur le plan humain, relationnel et organisationnel. Et qu'elle était un petit peu dépourvu d'outils, dépourvu de méthodes pour accompagner ça. Et un petit peu aussi en parallèle, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui travaillaient vraiment dans l'humain, qui commençaient à vraiment porter haut et fort le message autour des enjeux de la coopération, de la créativité, de l'intelligence collective, des méthodes de management participatif. On parlait aussi beaucoup de plaisir en entreprise, de bonheur en entreprise. Donc j'avais tous ces gens-là avec qui je discutais, c'était passionnant, des gens qui s'appuient sur vraiment des recherches anthropologiques, sociologiques, sur aussi les derniers progrès des neurosciences,
pour voir comment est-ce qu'un collectif humain peut fonctionner au mieux en respectant à la fois les individus, les relations entre les individus, et qu'on puisse mêler plaisir et performance. Alors, je ne suis pas allé beaucoup plus loin avec ces gens-là tant que j'étais en entreprise, parce que je craignais un petit peu la désillusion. Mais dès que je suis sorti du monde de l'entreprise, je me suis dit, mais il y a deux grands mouvements dans la société aujourd'hui, dans le monde entrepreneurial en tout cas. Il y a la transformation technologique et numérique, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, l'innovation par les technologies. Et il y a aussi quelque chose de très très fort, et finalement l'intervenante avant en a beaucoup parlé aussi, une transformation organisationnelle, et je dirais plus fort que ça, une transformation relationnelle dans l'entreprise. On parle de plaisir au travail, on parle de libérer les entreprises. Je préfère utiliser le terme de libérer les énergies dans l'entreprise. Donc il y a cette tendance-là. Est-ce que ce sont simplement des modes? Est-ce qu'elles sont en opposition? Est-ce qu'on va rester éternellement en parallèle? Ou est-ce que finalement, on n'a pas tous véritablement un enjeu de faire que ces deux grandes tendances, d'un côté d'une entreprise qui fonctionne différemment et de l'autre côté d'une entreprise qui doit s'outiller, qui doit se soutenir par les innovations technologiques, est-ce que finalement les deux ne doivent pas aller de pair? Donc aujourd'hui, moi je suis convaincu que si, que finalement ce ne sont pas des mouvements en opposition, ce ne sont pas des mouvements complètement parallèles, il faut vraiment que les mouvements se retrouvent. Et il faut aujourd'hui que les entreprises, d'un côté, pour répondre aux enjeux d'accélération du monde économique et de la société en général, s'outillent, viennent soutenir l'organisation avec des outils de partage de l'information, de partage de la connaissance, des outils d'échange conversationnel extrêmement puissants. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers ça, d'innover aussi par la technologie. Et en parallèle, face à la complexité du monde actuel et qui là aussi ne va pas se simplifiant, on ne peut plus simplement avoir un directeur innovation qui innove pour le reste de l'entreprise, d'avoir un directeur général qui décide pour le reste de l'entreprise. Il faut que tous ces rôles-là puissent être soutenus par une intelligence participative, par une intelligence collective. Et une intelligence collective ou participative, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas du jour au lendemain, je dis tiens, ça y est, on va aujourd'hui faire du participatif, on va devenir collectivement intelligent. Parce qu'à partir du moment où on dit ça, ça vient tacler une histoire, une culture d'entreprise qui peut être difficile à bouger. Ça fait des années, par exemple, qu'un manager est devenu manager parce qu'il était expert de son domaine. Si du jour au lendemain, vous lui dites maintenant partage son expertise parce que c'est l'intelligence collective, il ne va pas comprendre. Et si on n'accompagne pas ce partage-là avec des réflexions organisationnelles et managériales, eh bien, il n'y aura pas de partage. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment une évidence, c'est que cette transformation technologique et numérique doit s'accompagner d'une transformation organisationnelle, managériale, relationnelle. Voire, la transformation organisationnelle doit se mettre en avant peut-être en premier, et après, le numérique va venir soutenir les différentes idées, va venir soutenir l'organisation. Après, je ne vais pas vous laisser juste avec ces concepts-là, transformation numérique à gauche, transformation organisationnelle à droite. Je me suis fait former. Moi, j'ai suivi une formation longue aux outils dits de la coopération. Donc, pour pas mal de personnes, sous le terme coopération, on va regrouper des outils d'intelligence collective, des outils de créativité, des outils vraiment de gouvernance participative. On s'inspire beaucoup de tout ce qui est sociocratie, holacratie, pour ceux qui connaissent, de tout ce qui est vraiment qui vient de l'entreprise aujourd'hui dite libérée. Et c'est vraiment finalement, quand vous vous intéressez à ce qu'il y a derrière la coopération, vous allez retrouver une boîte à outils qui est très riche, qui souvent s'appuie, encore une fois, sur des observations sociologiques, anthropologiques, qui s'appuie vraiment sur l'universalité de ce que nous sommes tous, sur l'universalité de l'humain, et qui, une fois mis en place ces outils, une fois posé les cadres, une fois posé les règles de relation entre nous, entre collaborateurs, et on obtient vraiment des résultats très très puissants. Donc je ne vais pas vous les décrire ici, mais vraiment intéressez-vous à tous ces courants en ce moment managériaux autour de l'entreprise libérée et autour de la coopération, et vous y trouverez une mine d'outils pour vraiment mettre en œuvre de manière concrète cette transformation organisationnelle. Ce que je voudrais dire aussi, derrière le mot coopération, il n'y a pas longtemps, j'intervenais en école et on me disait, il y avait un a priori, l'entreprise libérée c'est l'anarchie, la coopération c'est pas structuré, c'est du n'importe quoi. En fait, quand on regarde de plus près les différents outils, ils sont extrêmement structurants et extrêmement structurés. L'enjeu de la coopération, c'est pas de faire tout et n'importe quoi. L'enjeu de libérer l'entreprise, c'est pas du jour au lendemain de se dire ça y est, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de décision, on y va comme ça. Au contraire, c'est de mettre en place des cadres qui sont très structurés, très structurants, de mettre en place des règles qu'il va falloir respecter pour qu'au travers, dans ce cadre-là et avec ces règles-là, chacun puisse s'exprimer avec un même poids dans l'organisation. C'est-à-dire que c'est plus mon rôle qui prime, mais c'est ce que je suis en tant qu'être humain, qu'on puisse prendre des décisions ensemble qui permettent d'engager tout le collectif, de faire en sorte qu'une fois qu'on est sorti de la salle, dans le couloir, on court tous dans la même direction et non pas la moitié dans un sens et l'autre moitié dans l'autre sens. Donc c'est vraiment des règles et des cadres qui sont finalement très structurants et qui vont en s'appuyant sur l'universalité
qu'on a tous en nous d'être humains, créer des choses vraiment très puissantes, à la fois créatives, engageantes, et qui vont nous permettre surtout, dans un deuxième temps, parce que finalement, dans une logique de créativité, de faire remonter une centaine d'idées, de décider des choses ensemble, c'est une chose. Par contre, si derrière ça, vous n'avez pas la réussite, la performance, le sentiment d'efficacité, eh bien, on va avoir plutôt un sentiment de frustration et l'énergie va retomber. Donc l'enjeu, dans un deuxième temps, c'est de se coordonner. Coopération d'un côté, coordination de l'autre. La coordination, c'est quelque part presque vieux comme l'entreprise, c'est la gestion de projet. On revoit aujourd'hui la gestion de projet avec des logiques d'agilité, mais d'une façon ou d'une autre, de toute façon, c'est se coordonner. Qui fait quoi? Qui décide quoi? Comment est-ce qu'on s'informe de ce que l'autre a fait? Comment est-ce qu'on avance collectivement vers une réussite, vers l'aboutissement d'un produit, d'un service? Et comment est-ce que collectivement on se nourrit aussi de ce sentiment d'efficacité? Donc aujourd'hui, pour innover, que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit dans l'organisation, il faut de toute façon se transformer d'un point de vue organisationnel et d'utiliser aussi à fond le numérique pour venir soutenir la coordination, pour venir soutenir l'efficacité et la performance. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises n'ont plus le choix et peut-être qu'aujourd'hui, pour certaines, elles continuent à vouloir courir et accélérer sous un mode de coordination pur et dur. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est tous des êtres humains. Il faut qu'effectivement, de temps en temps, comme disait madame, il faut qu'on fasse l'arbre, il faut qu'on se réancre, il faut qu'on aille écouter un petit peu ce qui se passe en nous pour pouvoir être plus à l'écoute de la personne en face de nous. Et ça, ce sont des moments de respiration qui sont juste essentiels pour que derrière, l'organisation et l'entreprise puissent continuer à courir et tenir le rythme que lui imposent ses marchés, que lui imposent ses concurrents. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cité Mike à Melbourne, mon copain qui est à 17 000 km d'ici. Eh bien, il peut venir me concurrencer à Laval en quelques minutes ou en quelques jours. C'est ça la complexité aujourd'hui. C'est ça aussi l'accélération de cette complexité. Donc pour répondre à ça, les organisations doivent effectivement accélérer, mais elles ne peuvent pas accélérer si elles ne prennent jamais le temps de la respiration. Et la coopération, c'est un temps qui sera peut-être un peu moins productif en termes de perception extérieure, qui sera un temps où on ne mettra pas les mêmes règles en place, mais il y a des règles. Et c'est un temps qui nous permettra de courir plus vite une fois qu'on sera sorti de ce temps de coopération et qu'il faudra régulièrement réinjecter pour être créatif, pour vraiment avancer ensemble. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire, c'est cet enjeu, ok, innover par le numérique, innover par les technologies, c'est une chose, mais s'il n'y a pas de transformation organisationnelle, s'il n'y a pas de transformation relationnelle, ça va être compliqué. Vous allez vous user, vous allez perdre vos salariés, vous allez avoir un problème d'engagement et surtout un problème de renouvellement de votre créativité et un problème de souffle pour tenir la distance dans la durée. Je finirai mon propos en essayant de balayer un petit peu aussi des a priori qu'on peut avoir. Souvent, quand j'interviens en entreprise, on oppose le digital à l'humain, le numérique à l'humain, les technologies à l'humain. Souvent, on me dit, surtout je suis intervenu il n'y a pas longtemps dans le domaine social, on m'a dit oui, mais à faire du numérique partout, on va perdre notre ADN, notre cœur de métier qui est l'humain. Pour moi, il faut vraiment tout le temps avoir en tête d'essayer de mettre le digital et le numérique et les technologies au service de l'humain. Je vais vous donner un exemple. Je travaillais avec une équipe commerciale il n'y a pas si longtemps que ça, et j'expliquais au directeur commercial ce que ça allait pouvoir changer pour lui. Aujourd'hui, s'il n'a pas l'information de performance de ses équipes commerciales, s'il n'a aucune donnée disponible sur un tableau de bord, quand il va appeler ses commerciaux, il va commencer par des questions plutôt anxiogènes. Alors, t'en es où? Quels sont tes résultats? Est-ce que ça signe? Si demain, il se connecte le matin à 9 h avec un tableau de bord qui lui donne toutes les informations de performance de ses collaborateurs, de ses commerciaux, il sait exactement le nombre de rendez-vous qu'ils ont fait la semaine passée, qu'ils vont avoir à faire la semaine prochaine, il a vraiment leurs résultats. Plutôt que de commencer par cette question anxiogène, peut-être qu'il va simplement dire, bah, écoute, je vois que tu es un peu en dessous de ce qu'on s'était donné comme objectif, comment est-ce que je pourrais t'aider? Est-ce que tu as des éléments d'explication? Est-ce que finalement on était trop ambitieux? Est-ce que je peux t'aider? À l'inverse, quand j'appelle un commercial qui est super performant, bon ben super, tout de suite je peux le féliciter. Ben vraiment, je vois tes résultats, c'est génial. Est-ce que tu penses que tu peux encore faire plus? Est-ce que tu penses que tu peux aider un autre collègue qui justement lui est un petit peu en deçà de ses résultats pour que collectivement on réussisse? Donc ça, c'est un petit exemple qui vous dit que le fait de bénéficier de cette donnée numérique au travers d'un tableau de bord d'un logiciel peut créer beaucoup plus de valeur dans la relation humaine. Juste un petit exemple. On me dit souvent, donc voilà, ne surtout pas opposer le digital et l'humain, mais toujours se dire, le digital, le numérique, la technologie, elle doit venir servir. Elle doit automatiser des tâches qui n'étaient pas intéressantes et elle doit permettre effectivement aux gens de monter en compétences, de faire des choses plus intéressantes et elle doit vraiment nourrir une relation plus qualitative. Après, je pense qu'il y a deux autres écueils, c'est de se dire, moi j'arrête complètement le numérique, moi je suis à fond dans l'humain, c'est des conneries, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui déjà l'entreprise, elle ne peut pas aller vers ça.
En termes de performance, elle ne peut pas juste se couper de ça. Et après, je dirais qu'en tant que citoyen, c'est aussi un peu dangereux. Quand je reprends ce téléphone, la magie de la technologie numérique, c'est qu'elle est complètement invisible. Encore une fois, je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce qui se passe entre mes vibrations de cordes vocales jusqu'à la réception du signal dans l'oreille de mon ami australien pour que ça soit si rapide et si performant? Et c'est en se posant ces questions-là que vous redeviendrez aussi peut-être, vous êtes déjà, j'imagine, mais des citoyens un peu plus actifs et moteurs dans une société où de plus en plus on va avoir la donnée, elle est invisible, la donnée, elle est sur des serveurs, vous ne savez même pas où c'est. Le cloud, c'est quelque chose dont on a du mal à matérialiser ce que c'est. Donc c'est très important de surtout pas se couper de tout ça et d'être curieux. Pour moi, la clé de l'innovation demain, c'est la curiosité. Et c'est vraiment de se poser la question, mais comment ça marche? Et en sachant comment ça marche, je serais un citoyen et un salarié plus actif, plus proactif que si jamais je me coupe de tout ça en me disant c'est pas pour moi. À l'inverse, j'interviens aussi sur des logiques de droit à la déconnexion d'entreprise. Donc à l'inverse, l'hyperconnexion, c'est pas non plus une très bonne idée. Donc ça, c'est le parallèle. Je suis tellement connecté, je suis connecté tout le temps, parce que je veux toujours savoir ce qui se passe tout le temps. Or, aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent que quand on est vraiment en train de lever les yeux vers le ciel, on n'est plus connecté à un écran, on n'est plus connecté à qui que ce soit, on n'est pas en train de lire un livre, on est simplement en train de laisser vagabonder son imaginaire, on va activer des zones du cerveau qui ne sont pas activées en temps normal, des zones du cerveau qui vont nous permettre de renforcer notre capacité mémorielle, des zones du cerveau qui vont nous permettre de renforcer notre capacité de synthèse, qui vont nous permettre d'avoir une vision plus globale. Et ces zones du cerveau, elles ne sont activées que quand vous ne faites rien. Et aujourd'hui, la fausse bonne idée, c'est tiens, j'ai une pause, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur Insta, je vais aller sur Twitter. Parce que finalement, vous avez l'impression de ne faire rien, mais votre cerveau, il continue à mouliner, il continue à faire des liens entre les images, entre les textes, à reconnaître des visages. Donc votre cerveau, il continue. Le cerveau, il faut savoir que depuis 200 000 ans, grosso modo, il n'a pas bougé. Mais regardez ce qui s'est passé en 10, 20, 30, 40 ans en termes de quantité d'informations qui sont soumises, auxquelles le cerveau est soumis. Donc le cerveau n'a pas bougé, la quantité d'informations, elle explose tous les jours. Donc accordez-vous aussi des temps de vraie déconnexion, de véritable ancrage, parce que ça c'est juste nécessaire pour que vous ayez cet esprit de synthèse, cette vision globale qui pour moi est aussi ultra nécessaire en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur de l'entreprise, en tant que dirigeant d'une entreprise. Sans vision globale, vous aurez encore plus de mal à anticiper les mouvements qui s'accélèrent et qui se complexifient. 30 secondes pour clore. Donc, je voulais vraiment vous inviter. En plus, c'est quelque chose que je rencontre au quotidien dans les entreprises. On veut innover par les technologies, on veut innover par le numérique, l'automatisation, la robotisation. Mais aujourd'hui, si vous ne réfléchissez pas en parallèle à votre organisation, à la qualité relationnelle que vous avez mise en place dans vos équipes, et bien à un moment donné, tout ça va plus fonctionner. Vous allez perdre ce qui, j'estime, être encore aujourd'hui une ressource essentielle chez vous, que sont vos salariés. Donc je vous invite vraiment à mettre ces deux choses-là en parallèle et à les mixer. Et encore une fois, la boîte à outils qui viennent des technologies de la créativité, de l'innovation participative, de la gouvernance participative, elle va vous apporter plein d'éléments très concrets pour petit à petit construire votre chemin, pour justement avoir cette transformation organisationnelle qui ne vous appartiendra et qui sera en propre à votre organisation, parce que très lié à votre culture, à votre histoire, aux produits ou services que vous faites tous les jours, à votre ancrage territorial, aux vos relationnels déjà existants, préexistants. Donc vraiment, travailler les deux en même temps, regarder vraiment la transformation organisationnelle presque un petit peu avant la transformation et l'innovation technologique. Voilà, merci.